Corps à corps, corps à corps. Et donc on retrouve ce sujet que nous avions commencé à aborder, car très important, hier avec Idriss Aberkane. Rebonjour Idriss Aberkane. Ou plutôt bonjour, d'ailleurs, hier était hier. Bienvenue sur Toxa une nouvelle fois. Je vais citer votre livre, Le triomphe de votre intelligence, audition Robert Laffont, Régis de Castelnau. Bonjour. Bonjour Clémence, on m'entend ? Oui, très bien, on vous entend, on a une Parfait. très bonne connexion, c'est parfait, on était un petit peu inquiets. Merci d'être avec nous, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et du livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et nous sommes avec Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Merci également d'être avec nous, Roxane, qui était donc en reportage et à cette soirée d'inauguration, on va dire, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, de présentation sur les lieux du CNRS, de ce que c'est HelloKittix et comment ça a été fondé et pourquoi. On y reviendra dans quelques instants avec des images exclusives, les images que vous avez prises, Roxane, en infiltré. Clémence, oui. je vous interromps une seconde. Comme je vous l'ai dit hier, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement, oui. Donc je suis dans un hôtel. Si on voit passer des gens, il ne faudra pas s'inquiéter. Hein. Donc voilà. Si on voit passer plein de gens, écoutez, voilà. hein, on ne jugera pas. Régis, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Très bien. Oh là, ma pauvre. En tout cas, on reprend ce sujet abordé et pour lequel Idriss Aberkane avait lancé l'alerte. Idriss, je résume rapidement et je vous laisse reprendre la suite de nos propos d'hier. Donc, on a ce HelloKittix, c'est le nom finalement de vous avez dit ce bidule parce que c'était même pas une association déposée qui permet de quitter le réseau Twitter. Et donc, il y a eu une soirée de lancement organisée par le chercheur David Chavalarias du CNRS, dans les locaux du CNRS, qui réunissait Thierry Breton, d'autres médias de gauche qui sont visiblement partenaires de ce bidule, donc de cette organisation, dont la Quadrature du Net, Nothing to Hide ou le CNJ, CGT. Bref, donc on voit certaines personnalités politiques et publiques prendre position contre cette plateforme Twitter, le réseau social d'Elon Musk. Je vous laisse reprendre Idriss Aberkane là où nous en étions hier. Oui, alors clairement c'est un scandale. Hein. Faut dire les choses clairement, c'est le scandale HelloKittix. On avait dit que ce serait un scandale et là le gouvernement a confirmé que c'était un scandale, évidemment sans l'admettre, en répondant à des questions donc de la représentation nationale qui lui demandait des comptes. Alors pourquoi c'est un scandale ? On a des chercheurs du CNRS, un chercheur du CNRS, David Chavalarias, proche de Rudi Reichstadt, on parlait de terrorisme intellectuel tout à l'heure, et de Tristan Mendès France, qui a lancé une fatwa contre Musk, parce que c'est clairement ça, qui a fait de la politique, mais vraiment de la politique politicienne, qui a invité des politiques, Benoît Hamon, Rokhaya Diallo, Thierry Breton, etc. Et il a fait de la politique avec les moyens de son labo. Alors il s'est fait gauler, sûr, parce que ça se voyait. Je veux dire, il a créé un machin donc, qui n'est même pas une association de loi de 1901, c'est une association non déclarée en droit français, donc c'est entièrement responsabilité individuelle. Ce machin encourage au boycott, demande aux gens de quitter X au profit de Blue Sky ou Mastodon. Dans le cas de Blue Sky, c'est une société privée, il n'y a pas eu d'appel d'offres ni rien, mais le logo CNRS là-dessus, dit, alors il a déclaré, vous avez la garantie du CNRS sur la protection de vos données, c'est une déclaration. On peut l'écouter d'ailleurs, on l'a, cette déclaration, si vous voulez, comme ça, à chaque fois on pourra illustrer tous les propos, tant qu'à faire, que tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Allez, on l'écoute. De X dans cette application CNRS, enfin CNRS et HelloKittix, mais hébergé par le CNRS, il y a la garantie CNRS en termes on va dire, de conservation des données. Voilà, donc garantie par le CNRS. Ouais, c'est faux. Donc là, on est sur un mensonge. Vous faites ça avec une SARL, vous êtes devant l'autorité de la concurrence directe. Faut pas déconner avec ça. Et là, bon, voilà, qu'est-ce que c'est que cette garantie ? Il y a un contrat, il y a une déclaration pour cette garantie. C'est quoi son cadre légal ? Une garantie, c'est quelque chose de légal. Quel est son cadre légal à cette garantie ? Il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est des gens qui ont fait de la politique, qu'on fait une fatwa contre X et contre Musk, qui traitent les gens de fachos, sur donc le repo GitHub, l'endroit où on met le code de ce HelloKittix. Il y a marqué copyright CNRS, et dessus vous avez des messages du type bisous les fachos. C'est de la politique. C'est dingue. À quel moment HelloKittix, c'est un projet de recherche ? On va m'expliquer ça. Hein. À quel moment c'est un projet de recherche ? Or, la ministre interpellée par la représentation nationale, elle a dit non, c'est un simple projet de recherche citoyenne. C'est uniquement de la recherche.
Donc, il n'y a pas de problème, c'est de la recherche citoyenne. Oui, n'importe En quoi, aucun ouais. cas, c'est de la politique. Mais encore une fois, à quel moment dire aux gens de quitter X au profit de Blue Sky et de Mastodon, c'est de la recherche. Là aussi, il va falloir m'expliquer. Et si on fait de la recherche, à quel moment Glucksmann et Hamon sont des chercheurs? C'est aussi simple que ça. Donc, Oui, parce que je rappelle, peut-être on peut l'écouter. Je rappelle on vous attend, hein, Idriss Aberkan. Ok. Je rappelle que justement, on l'a entendu hier, mais on avait justement Glucksmann qui a bien pris la parole pour dire qu'il avait organisé ce départ de X sur cette plateforme. Alors on va l'écouter rapidement, comme ça on a tous les éléments. Allez-y. Enfin, Glucksmann, un mot, quitter X, vous avez quitté X? Moi, ce que je suis en train de planifier avec d'autres, c'est un départ organisé. Si on part tous tout seul, c'est-à-dire départ organisé. Il y a un mouvement qui est organisé par un groupe, notamment de chercheurs du CNRS, qui s'appelle Hello Quit X. Et l'idée, c'est d'amener le maximum de gens à partir de X pour aller sur d'autres plateformes, comme Blue Sky ou comme Mastodon. Et donc, ça prendra des semaines, parce que si nous partons seuls, nous laissons le terrain. Donc, vous évidemment, partirez. Moi, je vais annoncer mon départ. Voilà. Donc on voit bien, en effet, mise en scène, en tout cas politique, ici, un député européen. Donc je résume rapidement. C'est un meeting politique, c'est un projet politique. Ça utilise les moyens d'un laboratoire du CNRS. Donc, vraiment, faut le dire de la façon la plus limpide possible. Thierry Breton, il est chercheur ou il est politicien? Il est politicien. Raphaël Glucksmann, il est chercheur ou il est politicien? Il est politicien. Benoît Hamon, il est chercheur ou il est politicien? Il est politicien. Rokhaya Diallo, elle est chercheuse ou elle est politicienne? Elle est politicienne. Donc tout ce beau monde gravite, dit qu'il organise Hello Kitty X, ce ne sont pas des chercheurs. Donc quand on a une ministre qui dit à un élu du peuple dans l'hémicycle, c'est un projet de recherche citoyen, elle ment. C'est un mensonge. On a affaire à un rassemblement politique, à une fatwa politique qui, en plus, cerise sur le gâteau, est lancée et le revendique le jour de l'investiture de Donald Trump. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans si c'est de la recherche? En quoi le lancer le jour de l'investiture de Donald Trump, c'est un projet de recherche? Ça change quoi aux données, monsieur le directeur de recherche du CNRS? Ça change quoi à vos futures publications scientifiques que le projet soit lancé le jour de l'investiture de Donald Trump? Réponse, ça ne change rien. Donc, en résumé, on a des gens qui ont fait de la politique avec des moyens du CNRS. Sans le journalisme citoyen, voilà ce qui se serait passé. L'AFP fait une dépêche en disant « Comment le CNRS vous aide à quitter X ?» C'est faux. Le CNRS n'est pas fondateur d'Hello Kitty X. C'est un obscur labo en région parisienne qui fait de la politique depuis longtemps et qui s'appelle l'ISCPIF et dans lequel j'ai travaillé, je le connais très bien. Cet obscur labo a mis le CNRS devant le fait accompli. Comme son directeur de recherche a des privilèges particuliers parce qu'il est pote avec Thierry Breton, le patron du CNRS a dit quand même, on va pas trop risquer. Thierry Breton, c'est un personnage considérable. On va pas commencer à se l'aliéner. Donc, ils ont juste recadré en disant « Nous, légalement, on n'y est pour rien. On n'a pas fondé ça. C'est Chavalarias. Point. » Et maintenant qu'ils se sont fait gauler à faire de la politique, on a le ministère qui dit « Non, non, c'était de la recherche. » Je veux dire ici péremptoirement que c'est un mensonge, ce qui fait que c'est bien un scandale d'État, parce qu'en aucun cas, Hello Kitty X n'est de la recherche. Alors, beaucoup d'éléments que vous venez de donner. Je vais proposer, Régis, si vous voulez bien, on va continuer. On va donner la parole avant de vous donner la parole. Et ensuite, j'aimerais que vous analysiez justement sur le terrain politique et de justice politique où on en est, en quoi c'est un scandale. Mais avant, on a notre reporter qui était sur place justement au CNRS, qui a pris plusieurs vidéos qui sont intéressantes, qui enrichissent ses propos, donc qui illustrent aussi justement cette politisation du CNRS. Donc je vous propose qu'on écoute Roxane et qu'elle nous fasse part de ce qu'elle a pu voir et entendre. Et ensuite, Régis, je vais vous demander votre analyse, si ça vous va. Allons-y avec Roxane Despalingues, notre reporter sur place à cette soirée du CNRS. Oui, alors au cours de la soirée, effectivement, il y a plusieurs aspects qui ont été abordés. Ils ont essayé de se défendre, d'être un projet de recherche en évoquant plusieurs aspects de portabilité ou de volonté, de créer de nouveaux réseaux. Bon, c'est comme ça qu'ils ont justifié ça. Ils ont aussi justifié ce projet avec la question d'imposer des règles. Je vous propose déjà d'écouter... Le fameux DSA, vous voulez dire. Voilà, exactement. De contraindre, entre guillemets, Elon Musk. Voilà, de contraindre Elon Musk. Alors, on a Arié Halimi qui nous dit, qui est l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, qui nous dit donc que ce projet est né de l'observation qu'il n'y avait plus de règles. Mais vous allez voir, c'est très confus.
parce que il évoque effectivement un rapport de force politique et il cite le DSA. Je vous laisse déjà écouter ça. Écoute. Écoutez ça. Comment est-ce qu'on fait pour imposer des règles à X Twitter? Il y a des règles européennes, on va en parler tout à l'heure, dans une table ronde. Il y a des règles, il y a des lois. Il y a le DSA, le DSM, qui sont récentes, qui vont trouver un chemin pour s'appliquer, mais pour l'instant, il y a des rapports de force politiques. Et donc, c'est un rapport de force que nous avons choisi, qui est celui de créer un mouvement, effectivement, avec... Voilà, donc vous voyez, il se base sur la dimension juridique, mais derrière, on avoue bien, il y a une grande confusion, on avoue bien qu'il y a un rapport de force politique et que nous c'est avons prendre choisi. position là-dessus, voilà, et qu'on a choisi ça. Et d'ailleurs, on nous parle du DSA, mais Thierry Breton était présent également. On a un premier sonore où il admet que le sujet principal, c'est ce DSA. Je parle du DSA essentiellement, parce qu'on parle du DSA essentiellement. On peut parler d'autres choses si vous voulez, l'attaque, les hacks, etc. Mais le sujet principal, me semble-t-il, par rapport à l'actualité, c'est évidemment le DSA. Et Thierry Breton, qui est un proche de David Chavalarias, qui organise cette conférence. On l'a déjà passé hier, mais peut-être qu'on peut le remettre pour les auditeurs qui ne l'auraient pas entendu. On a cette vidéo donc, de Thierry Breton qui arrive et qui s'adresse donc à David Chavalarias, son ami. D'abord, je crois être celui qui est derrière toute cette journée avec tous ses collègues, une collectivité. En tout cas, c'est David qui m'a appelé et qui m'a expliqué ce qu'il faisait. Alors, on connaît bien David et j'ai tout de suite dit oui, parce qu'évidemment, ce dont vous discutez est absolument essentiel pour nous tous, vous venez de le rappeler. Puis parce que derrière, il y a évidemment un certain nombre de personnes, il y a des scientifiques qui travaillent pour précisément ce que on a voulu faire à la Commission européenne et ce que j'ai voulu faire. Puisque, comme vous le savez, dès que j'ai pris mes fonctions, je me suis attaqué à ce sujet et je voudrais vous en parler un peu. Donc des scientifiques qui travaillent pour ce que j'ai voulu faire. Et puis, un dernier petit extrait pour là où on a totalement abandonné l'idée de justifier ce projet de recherche avec soit un cadre juridique, soit une volonté de recherche. Là, Chavalarias nous explique carrément pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être sur Twitter. Et donc, ça fait monter les partis d'extrême droite. Il a relayé notamment les tweets de Robinson au Royaume-Uni. Il fait de la politique en Italie. Il a même dû démentir une relation romantique avec Meloni. Il a fait monter l'AfD en Allemagne. Naomi Zeibs, cette jeune femme-là, est celle qui a fait connaître à Musk l'AfD. Donc on a un petit panel, là, quelques petits extraits, je pense, qui prouvent bien non seulement la grande confusion, la volonté de s'inscrire dans un cadre plus institutionnel, et puis malgré tout cette dimension politique qui... Ah oui, là, elle est très claire à la fin, en tout cas, vous avez bien fait. Vous me permettez un commentaire? Bien sûr, alors Idriss et puis Régis. Très rapide là-dessus. Donc déjà, en quoi c'est la prérogative du CNRS de créer, je cite, des rapports de force? Réponse: en rien. Donc là, on a vraiment un chercheur en roue libre. Ce n'est pas le mandat que le peuple français lui donne de créer des rapports de force, d'accord? Ils arrivent, ils disent c'est un mouvement politique. On a créé ce mouvement. Et j'insiste là-dessus parce que la ministre a dit à des députés, ce n'est que de la recherche citoyenne. La ministre, son seul axe de défense, parce qu'elle sait très bien que là, ils se sont mis dans un cas absolument dramatique. Son seul axe de défense, c'est de dire ils collectent des données parce que X n'est pas gentil et ne permet pas la collecte de données. Donc, eux n'ont fait ça que pour collecter des données pour continuer leur recherche. Et quand on va aux sources, comme vous l'avez fait, quand on n'est pas l'AFP, quand on ne reprend pas verbatim les bêtises que ces gens disent, eh bien, on voit que dans leur organisation, dans leur espèce de cours des miracles, ils sont en train de dire on crée un rapport de force politique. Et ensuite, autre question simple. Est-ce que ces gens-là font partie de la branche judiciaire ? Est-ce que le CNRS, ou en particulier l'ISCPIF, l'Institut des systèmes complexes Paris-Île-de-France, a un pouvoir judiciaire? Mais réponse bien sûr que non. Donc, en quoi ces gens se préoccupent de l'application de la loi?
c'est pas leur métier, c'est pas leur boulot. Ils n'ont aucun mandat populaire pour s'occuper de l'application de la loi. S'ils considèrent que quelqu'un a violé la loi, moi je considère qu'ils ont violé la loi, eh ben ils portent plainte. Ils font un signalement au procureur de la République, c'est simple. Mais là, non, ils disent on va utiliser les moyens de notre labo, on va utiliser les moyens de notre équipe et notre réseau social pour faire du judiciaire, pour faire un rapport de force, pour créer un mouvement politique revendiqué. Ouais. Et derrière, ils sont protégés par une ministre qui dit non, non, c'est de la recherche. Ouais. Alors, justement, je voudrais avoir l'expertise juridique. Régis de Castelnau, vous avez entendu tous ces éléments. Qu'en pense l'avocat? Alors, écoutez, d'abord, Idriss a entièrement raison. La clé, c'est on a impliqué un établissement public administratif, c'est-à-dire qu'on a impliqué l'État français qui a les moyens de l'État dans un projet directement politicien, pire que politique, c'est politicien. J'entends beaucoup d'interventions, Breton, Chavalarias, etc., Arié Halimi. Mon cher confrère, vous feriez mieux de faire un peu attention à ce que vous racontez. Une bouillie tout à fait infecte. On vous parle du DSA, on vous parle de la loi européenne. Il n'y a pas de loi. L'Europe ne produit pas de loi. Elle produit des textes, là, beaucoup trop, mais il n'y a pas de loi. Tout ça, c'est pour essayer de mettre en place un brouillard pour éviter de regarder la réalité. Elle est gravissime, cette réalité. Moi, pourquoi j'ai réagi? Alors, petite précaution, je n'ai pas de compétences en matière de droit de l'informatique. C'est une matière très spécialisée. Mon ami Alain Bensoussan en est un des fondateurs, mais pour ce qui me concerne, moi, je ne prétends aucune compétence. En revanche, j'ai quelques compétences, arguments d'autorité, sur ce qui concerne la responsabilité des décideurs publics. J'ai même écrit un livre qui s'appelle Le fonctionnaire et le juge pénal, qui a eu beaucoup de succès, hein, pas à cause de mon talent littéraire, mais parce que tout le monde avait la trouille. Donc, lorsque cette affaire, je vois passer la dépêche AFP, que tous les journaux, puisqu'ils n'ont plus de journalistes, ont repris mécaniquement, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et immédiatement, comme j'ai mauvais esprit, eh ben, j'ai vu s'allumer toutes les petites lumières relatives aux infractions pénales, mais qui sont des infractions pénales graves. On n'a pas le droit, Idriss le dit très bien, en montrant ce qui relève du travail politique et du travail de recherche, mais on n'a pas le droit, lorsqu'on est personne privée, et là il s'agit bien de personnes privées, ce n'est pas de la recherche, on n'a pas le droit d'user des moyens de la puissance publique de cette façon-là. Et la jurisprudence en matière de détournement de biens, c'est comme ça qu'on dit. Avant, on disait détournement de fonds publics. Maintenant, c'est détournement de fonds, mais détournement de biens, détournement d'usage. Donc, on est en présence d'une des infractions les plus, les plus sévères hein, du droit pénal de la gestion publique. Ça, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Puis j'ai un peu tiré la pelote. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que c'était des infractions à tous les étages. C'est une chose toute simple. Et ça témoigne de la mentalité et de la façon dont ces gens-là voient leur travail, le sentiment d'impunité, le sentiment que tout leur est dû, parce que on a une désinvolture tout à fait extraordinaire vis-à-vis des règles de droit. Le Hello Kitty, mais on n'a pas le droit d'utiliser une marque déposée, protégée. C'est pas possible. Là, vous faites référence à Hello Kitty. Mais oui, pardon, Hello Kitty, mais qui est une marque mondialement connue. Tous les enfants ont des sacs à dos Hello Kitty. Moi, mes petits-enfants sont bardés d'Hello Kitty. Donc, c'est déjà une spoliation. C'est très grave. Moi, je ne sais pas si les Japonais vont réagir, mais la première chose qu'il y aurait à faire, c'est lancer une procédure, une saisie contrefaçon, envoyer une équipe dans les locaux du CNRS pour fouiller les serveurs du CNRS pour démontrer cette contrefaçon. Et en plus, ils ont eu un culot extraordinaire, c'est que non seulement ils prennent le titre, mais ils prennent le visuel.
Hein, le petit chat avec des moustaches, etc. Mais Oui. quel culot, enfin, c'est assez extraordinaire. Donc, je vois ça. Je veux dire, la litanie des infractions se déroule. Et lorsque l'on critique, et c'est ça que j'ai vu une clé, lorsque l'on critique, on ose critiquer cette démarche, qu'est-ce qu'il a fait, M. Chavalarias, sur les réseaux? Il a sorti le fameux article qui concerne les outrages aux agents vis-à-vis des agents publics. C'est-à-dire qu'il considère que dès lors qu'il est fonctionnaire, il est protégé, il peut faire ce qu'il veut. L'outrage vis-à-vis des agents publics protège la fonction. Et lui, à partir du moment où il peut revendiquer le fait d'être fonctionnaire du CNRS, eh bien, il dit, voilà, moi, j'ai tous les droits et celui qui me critique commet l'infraction d'outrage. Donc, tout ça m'est apparu de façon assez aveuglante immédiatement, donc j'ai fait un papier disant mais attends, c'est pas possible. Et naturellement, Idriss s'est mobilisé, Didier s'est mobilisé, et ça a pris une certaine ampleur. Alors, il y a également le problème du parasitisme, bien sûr, et du droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, depuis l'ordonnance de 86 en France, là, je parle de droit interne. Hein. Moi, je parle pas de DSA. Hein. Je ne parle pas des interventions de M. Breton qui nous dit qu'il est très, très soucieux des intérêts européens. Mais la première chose qu'il fait, ce personnage infect, soyons clairs, la première chose qu'il fait, c'est de se précipiter dans une banque américaine pour aller battre monnaie avec le carnet d'adresse qui s'est constitué. C'est ignoble. Moi, je suis désolé. C'est moralement, mais comment peut-on être à la même tribune, mon cher confrère Arié Halimi, que ce personnage? Enfin, c'est absolument incroyable. Donc, vis-à-vis parce que si j'ai bien compris, mais ça, je me tourne vers Idriss, si j'ai bien compris, moi, je critique l'utilisation des moyens publics. C'est un détournement. Je critique, pardon, les infractions qui concernent la contrefaçon. On n'a pas le droit de voler des choses qui appartiennent à autrui, en l'occurrence à des Japonais, enfin à la société japonaise qui est titulaire de toutes ces marques. Mais je me suis dit, on n'a pas le droit non plus de venir prendre des choses qui ont été constituées par X Twitter, des réseaux, des informations, etc., qui sont un capital pour Twitter. Bah, évidemment. Twitter, il gagne de l'argent avec tout ça, bien évidemment. Donc, on vient voler tout ce travail parce que c'est toute la clé, finalement. Oui, mais expliquez ça peut-être un peu. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris comment marche. Je peux apporter un complément à ça. Allez-y. Parenthèse, et ensuite Régis, on vous donne la parole. Clément, je termine juste une chose. Moi, je suis sur Blue Sky. J'y étais il y a quelques semaines, sinon quelques mois. Et écoutez, d'abord, que c'est mal foutu, c'est un décalque de Twitter. Mais le problème, c'est que il faut reconstituer tout son réseau. C'est du boulot, et c'est pour ça qu'on ne va pas immigrer. Et si j'ai bien compris, et là je me tourne vers Idriss, si j'ai bien compris, le système de Chavalarias permet de récupérer tout ce qui est sur Twitter et de l'installer et de s'en servir sur Blue Sky. Je ne sais pas si Blue Sky est ravi, mais à mon avis, il s'expose lui aussi judiciairement lourdement. Oui, exactement. Là, vous posez une vraie question. La question de l'exploitation des données qui étaient données attribuées à un réseau qui retombe sur un autre. Et puis, comme vous l'avez dit, ce système de réseau qui, grâce à cette application HelloKitty, enfin application bidule, comme dit Idriss Aberkan, permet de faire fuiter. Et ça aussi, ça pose de vraies questions. Alors, sur ce sujet, Idriss, si vous voulez bien nous apporter votre éclairage, c'est-à-dire comment marche véritablement cette exfiltration, si on peut appeler ça comme ça, d'un réseau à l'autre. Oui, alors c'est gravissime. Hein. On a, en utilisant le logo du CNRS, des gens qui incitent des utilisateurs de X à recopier toutes leurs données de X, à archiver toutes leurs données de X. Bien sûr, ils ne peuvent pas le faire sans leur mot de passe et leur identifiant. Donc, quand vous utilisez HelloKitty, vous donnez votre mot de passe et identifiant
qui vont certes être cryptés, mais la sécurité est très mauvaise, il y a aussi beaucoup de questions à se poser. De toute façon, sur le plan légal, HelloKittix n'existe pas. Donc, il va falloir se demander si jamais il y a un problème, un hack, une fuite de données, qui est responsable. Ça peut pas être HelloKittix puisque ça n'a pas de responsabilité légale. J'en profite pour dire que le CNRS n'a pas le droit, les textes de loi sont très clairs, n'a pas le droit de s'associer à des machins qui n'ont pas d'existence légale. C'est interdit. Le CNRS ne peut s'associer qu'à des trucs qui peuvent signer des contrats. HelloKittix ne peut pas signer de contrat. Le problème est réglé. Donc, en tout état de cause, comme aiment dire les juristes, c'est David Chavalarias en nom propre qui est responsable, pour l'instant. Maintenant, ça utilise le logo du CNRS et le nom du CNRS pour dire aux gens, donne-moi, t'inquiète, je gère, donne-moi ton identifiant mot de passe, et ensuite, tu archives la totalité, ils encouragent à prendre la totalité, d'accord, du contenu sur X, toute ta vie sur X, et ensuite, nous, on va la filer à Blue Sky. Alors là, il n'y a rien qui va. D'abord, il est où le partenariat entre le CNRS et Blue Sky? Il a été où l'appel d'offres? Blue Sky, c'est une société privée. Il y a un appel au boycott qu'utilise le logo du CNRS, c'est interdit. Il n'y a rien, absolument rien qui va dans tout ça. Et ces données, encore une fois, elles transitent par des serveurs du CNRS. Il y en a qui passent par l'IN2P3 à Paris-Saclay, qui est un laboratoire de physique nucléaire. Il y en a qui vont passer par la société de Cécile Duflot, qui fait partie du truc d'ailleurs, la société Octopus. Oui, elle est dans l'appel et sa société participe à l'hébergement de ce truc. On a un léger conflit d'intérêts là quand même. Et puis pareil, question d'appel d'offres, là il faudra m'expliquer dans quelle mesure il y a eu ou pas un appel d'offres pour ça. Donc non, il y a vraiment rien qui va. X pourrait porter plainte, mais salement, et il pourrait porter plainte aux États-Unis et il pourrait viser le CNRS. Il pourrait mettre le CNRS au tapis à cause de ces conneries. Je vous rappelle qu'il y avait eu des cas très graves aux États-Unis où vous aviez eu des policiers corrompus à Los Angeles qui avaient tué des rappeurs, qui avaient tué des familles. Ça a mis la ville de Los Angeles en faillite, cette affaire. Ils ont demandé tellement de dommages et intérêts que la ville de Los Angeles pouvait être en faillite. Là, demain, si Musk voulait, il pourrait mettre le CNRS en faillite à cause de toutes ces conneries. Je ne sais pas s'ils se rendent bien compte, mais c'est pas fini. Régis de Castelnau a parlé de Hello Kitty, mais il y a pire que ça. Il y a GitHub, qui est donc un service qui est racheté par Microsoft, qui est le service où est hébergé ce logiciel. Et GitHub, le logo a été entièrement pastiché, pour pas dire plagié, par HelloKittix. Le logo de HelloKittix, c'est le logo de GitHub. Sauf que le chaton de GitHub, il sourit, et puis le chaton de HelloKittix, il sourit pas. Donc là aussi, GitHub pourrait dire qu'est-ce que c'est que ces conneries. Et puis, je vais rajouter un complément à ce qu'a dit Régis de Castelnau. Parce qu'en droit administratif, on a du très, très lourd aussi. J'en ai parlé hier, mais il faut quand même le souligner. À savoir, article L531-8 du Code de la recherche. Il faut une convention écrite et signée par le CNRS pour les collaborations entre chercheurs et entités tierces, comme la Quadrature du Net qui fait la promotion de HelloKittix et qui n'a aucune convention signée avec la direction générale du CNRS. Où est cette convention? Réponse, nulle part. Donc quand Chavalarias il conduit sur l'autoroute sans permis de conduire, il nous dit outrage à agent quand on lui demande son permis. Mais on continue à lui demander son permis. La lettre écrite en vertu de l'article L531-8 du Code de la recherche, elle est où? Réponse, nulle part. Arrêté du 30 mars 2012 relatif au logo et à l'identité visuelle du CNRS. Il faut une preuve écrite, une autorisation écrite pour utiliser le logo du CNRS. Vous imaginez bien, puisque ces mecs, ils pompent de la donnée sur X, ils incitent les gens en utilisant la confiance que les gens ont le CNRS, en disant c'est une appli CNRS, en disant vous avez la garantie CNRS, whatever that means, et ils leur font pomper leur data de X. C'est gravissime. Ensuite, toujours dans le Code de la recherche, article L531-2, vous avez une obligation pour les chercheurs d'agir dans le cadre d'accords formalisés. Jamais Chavalarias n'a formalisé ses accords avec la Quadrature du Net ou whatever else. Du coup, il dit, c'est ma liberté académique. Mais sa liberté académique, elle s'arrête quand c'est de la recherche. Or, HelloKittix, c'est pas de la recherche, c'est de la politique. Article L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Cet article, il exige qu'un document écrit soit établi pour toute collaboration impliquant une administration publique. Où est ce traître document? Loi numéro 78-753 du 17 juillet 78 sur les conventions publiques. Les partenariats entre une institution publique et un tiers doivent être établis par un document contractuel signé par les deux parties. Où est ce contrat? Donc là, je n'ai parlé que du droit administratif, je n'ai parlé que du code de la recherche, je n'ai parlé que du code des relations entre le public et l'administration. Mais on a déjà une demi-douzaine d'infractions, rien que là-dessus. Et je parle même pas donc de la sécurité des données. Idriss, J'en ai terminé. Je voudrais vous interrompre une seconde. Attention, j'en avais fini. Il ne faut pas, je veux dire, toutes ces irrégularités évidentes ont des conséquences sur la nullité
des relations, enfin, de contractuelles possibles dans tout le système dont on vient de parler. Elle ne constitue pas en elle-même une infraction. En Non, mais elles revanche, viennent colorer le dossier pénal, on oui, est oui, d'accord. oui, exactement. Et c'est là-dessus que je voulais intervenir parce que ça me semble quelque chose de très important. D'abord, on a une défaillance totale du contrôle. Il est bien évident que la procédure je veux dire, disciplinaire contre Chavalarias aurait déjà dû être commencée, que nos amis les magistrats, qui veillent soigneusement à ne pas bouger, auraient déjà dû, le parquet, ouvrir une enquête préliminaire. Là, c'est le parquet qui doit ouvrir directement. Comment ça se passe, oui, justement, évidemment, Régis? c'est le parquet qui doit ouvrir. Bon, mais si jamais, et moi je pense que c'est tout à fait possible, ils étaient occupés à autre chose, mais si jamais les gens de X se mettent à bouger, si les Japonais se mettent à bouger, ça va commencer, le temps va se couvrir. Et je voudrais appeler l'attention des gens qui se sont lancés là-dedans. Je ne parle pas des voyous, qui parsèment cette histoire avec l'arrogance dont on a parlé, qui menacent de déposer des plaintes pour outrage dès lors qu'on les critique. C'est du chantage au procès, ça aussi. C'est une autre infraction pénale. Toujours est-il que moi je dis, attention, tous ceux qui participent à ça pourront se retrouver impliqués pour complicité. Moi, je suis désolé, ce qu'a dit la ministre hier, en disant mais non, qui a menti par conséquent, comme l'a parfaitement pointé Idriss, elle a menti, donc elle participe d'une opération pénale en bande organisée, elle participe à la commission de toute une série d'infractions, donc ils peuvent se trouver impliqués en matière de complicité. Donc le CNRS, la ministre, Thierry Breton, tout cela peuvent tomber. C'est pas tombé avant que mais ce que je veux dire, c'est que, mais moi, c'est pas à eux que je pense dans un premier temps, c'est les gens qui, de bonne foi, n'aiment pas X, ont envie de s'en aller, ok, c'est très bien, c'est légitime, c'est un droit, mais le problème, faites attention, faites très attention, parce que si vous participez à une opération aussi grave, vous allez engagez votre responsabilité. Mais surtout, tenez-vous à distance de cette opération qui véhicule du pénal à tous les étages. À tous les étages. Et alors, on peut déplorer le fait que les autorités, mais ça vient de se produire, n'aient pas encore déclenché ce qu'elles auraient dû. Mais Régis, qui peut se constituer partie civile dans ce dossier ? Plein de gens, je veux dire, c'est le problème de la constitution de partie civile, avant de répondre très précisément qui a intérêt pour agir, c'est que s'il y a des plaintes qui sont déposées, le parquet ne bougeant pas, il faut attendre pour récupérer son droit de plainte avec constitution de partie civile, ça prend plusieurs mois. Oui, mais c'est que 3 mois, c'est pas gravissime, quoi. Alors, oui, mais c'est lourd, donc l'idéal, ce serait que ce soit les premières victimes, c'est-à-dire X et la société japonaise, qui se bougent. Il y en a d'autres. Je pense que les gens qui se sont fait, par exemple, qui ont accepté et qui mesurent après que toutes leurs données ont été siphonnées, placées dans des endroits qui n'étaient pas sécurisés, peuvent venir dire, écoutez, on m'a escroqué. Avec aucune garantie d'effaçage, parce que normalement, vous avez une garantie que les données soient effacées, et on vient de vérifier avec Amélie Ismaili, ils s'engagent à fournir les données au gouvernement si le gouvernement les demande. Donc là, on a une fuite, c'est un truc incroyable, et je peux vous rajouter vite fait des déclarations. Chavalarias a dit « En tant que directeur de recherche au CNRS, j'ai toute latitude d'engager des projets de recherche dans la limite de mes financements disponibles. Ça s'appelle la liberté académique. » Alors ça, c'est faux, il n'a pas latitude d'organiser des meetings politiques dans son labo. Je poursuis. En l'occurrence, HelloKittix, pour ce qui est des développeurs, est pour le moment financé via une donation qui a été faite au CNRS par un fan de mon ouvrage. Ça veut dire défiscaliser. Alors là, j'aimerais bien qu'on voit les détails de cette donation. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu la comptabilité, là, parce que vous faites ça avec une entreprise, vous risquez du pénal. Et rapidement, ils ont fait une campagne de dons. C'est sur Hello Asso, et vous avez donc une société, une association écran, c'est l'association On est prêt, parce que HelloKittix n'existe pas juridiquement. Donc vous avez l'association On est prêt qui prend des dons à l'heure où on parle, au nom d'HelloKittix, avec le logo du CNRS dessus. Et ces dons, ils vont où ? Mais ils vont où, puisque HelloKittix n'existe pas? C'est l'ISCPIF qui les prend.
c'est le CNRS, il y a la comptabilité de l'ISCPIF, l'agent comptable de l'ISCPIF les récupère. Comment ça se passe? Ces dons sont défiscalisés à 66% aussi. Et je vais juste rapidement, parce qu'on n'a pas cité exactement le propos de la ministre, qui est assez court, hein. C'est sa réponse. Vous m'interrogez sur l'application Hello Kitty X, virgule. Un projet de science participative, c'est important de le souligner, c'est faux. Porté par le laboratoire ISCPIF, laboratoire CNRS, cette unité qui est spécialisée depuis une dizaine d'années dans l'étude de l'impact des réseaux sociaux sur la société, a développé plusieurs dispositifs permettant de mieux informer les utilisateurs. Ah bon? Il s'agit de politoscope, climatoscope. Alors là, on pourra poser la question du fichage politique un jour. Bon. Et là, elle nous dit... Eh bien voilà, avec le rachat de Twitter, et bien que la réglementation européenne prévoit que la communauté de recherche académique puisse avoir accès aux données de X, les API sur lesquelles s'appuyaient des centaines de projets de recherche ont visiblement été coupés. Pour continuer à étudier l'impact des réseaux sociaux, le laboratoire s'est tourné vers des alternatives dites ouvertes telles que Blue Sky et Mastodon et a mis à disposition des utilisateurs une application pour leur permettre de reconnecter leurs abonnés, de ne pas perdre d'audience et c'est important ainsi de poursuivre leurs projets de recherche. Je souligne que l'opération est internationale. Mais c'est un aveu. C'est un aveu. En effet, c'était une opération internationale. En effet, les journalistes citoyens viennent d'enrayer un bousin qui était gravissime et eux aujourd'hui ne savent plus où se mettre. Mais dire que Chaval-Arias ne fait ça que pour récupérer des données de recherche, on voit qu'à la tribune il dit tout le contraire. On voit qu'il parle de rapport de force, de mouvement, que Glucksmann parle d'organisation. Oui, c'est puis donc de encore une fois lutte contre faux. les partis d'extrême droite. Ah oui, mais là on ne peut pas, pour conclure, les laisser s'en tirer comme ça, d'accord? Ils ne peuvent pas s'en tirer à si bon compte, en disant c'est de la liberté académique pour un projet de recherche. En quoi appeler Akita X pour Blue Sky est un projet de recherche? Réponse en rien. Il faut donc poursuivre le travail de journalisme citoyen, il faut voir qui peut se constituer partie civile en effet, il faut informer Twitter, il faut éventuellement informer Sanrio qui détient les droits d'Hello Kitty en effet, voire GitHub, parce que c'est un scandale. Justement, ma dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Régis, vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que là, Elon Musk peut se sentir remarquer cette affaire, peut-être qu'il ne l'a pas encore remarqué, et porter plainte? Est-ce que vous croyez que c'est jouable? Et dans ce cas-là, ça va être un vrai tremblement de terre. Alors, moi j'ai vu qu'il y avait sur X, Twitter, il y a X France. Il y a des gens, mais il ne publie pas beaucoup. Je suppose qu'il a des filiales organisées en France. Ça me semblerait difficile que ce soit autrement. J'espère qu'ils sont déjà en train de travailler. Qu'ils ont déjà demandé à des cabinets d'avocats de faire le boulot. Moi, je pose le problème un peu différemment. Certes, il est très occupé, mais je vois pas qu'il ne puisse pas intervenir là-dessus. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il est comme il est. Tout à l'heure, Didier Maïs en a parlé, notre ami Elon Musk. Bon, mais il a tapé sur comme disait Emmanuel Todd, il a tapé sur les Britanniques, il a tapé sur les Allemands. Nous, les Français, on se demande ce qui va nous arriver. Je ne sais pas, mais on verra. Non, je pense que ça aura cette suite-là. Nous, on a fait notre boulot. Effectivement, Idriss a raison, il faut regarder un petit peu. Et là, je reconnais qu'en ce qui concerne toute la partie droit de l'informatique, je n'ai pas les compétences. Il faut regarder. Simplement, je ne me fais pas trop d'illusions en matière judiciaire, sauf justement si du lourd intervient. C'est-à-dire que si les sociétés japonaises et américaines viennent dire aux institutions françaises, ça suffit. Chaval-Arias, c'est la bande Rudi Reichstad, Mendes France, etc. Les gens qui ont été les recelleurs de détournement de fonds publics dans l'affaire du fonds Marianne, qui a rapporté une belle légion d'honneur à Madame Schiappa. Donc, et depuis, vous pensez bien que la magistrature ne bouge pas. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte, ils n'ont rien fait. Donc je pense que s'il y a le poids des gens qui sont spoliés, des gens qui sont les premières victimes de cette opération, ça pourra peut-être aller loin. Et c'est là que je répète mon avertissement. Attention à tous les particuliers comme ça qui ont accepté de rentrer dans cette combine. Ne vous exposez pas.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Idriss Aberkane. Je rappelle Le Triomphe de votre intelligence, votre livre aux éditions Robert Laffont et évidemment votre chaîne YouTube qui porte votre nom. Régis de Castelnau, merci encore, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous avez rappelé un autre titre. Ah bah il est parti, c'est pas grave. Merci C'était à vous. Le fonctionnaire et le juge pénal. Voilà, merci beaucoup Idriss. Merci à vous Roxane Dessoilin, vous étiez donc en reportage, on l'a compris, pour Tocsin sur place à cette soirée organisée par le CNRS. On a bien compris, pour lutter contre les partis d'extrême droite dont Musk fait la promotion, je cite Chavalarias. Merci à vous tous chers amis.